Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro, je souris. Je souris avant de dire micro, c'est parce que ça me fait plaisir de te voir. Tu n'es pas seul. On va en parler de ça aussi. Microciné, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je dirais même plus ce 5e épisode de cette émission que nous avons créée, mon invité et moi, c'est-à-dire Mauvais Genre, et mon invité Romain Rimbaud, que vous connaissez très bien, qui est professeur de philosophie et de cinéma, magicien, et tu as ta propre chaîne YouTube, on la connaît, Romain Rimbaud, vous connaissez Romain Rimbaud, et donc ça me fait vraiment plaisir. On va parler d'un film qui s'appelle Good Boy, qui a eu une sortie bizarre, Ouais. 3 ou 4 jours comme ça, voilà, enfin, qui est Autour sorti d'Halloween. officiellement. Ouais, en France, le 10 octobre 2025, je crois, mais qui est Ouais. sorti très peu de temps et qui est maintenant disponible sur Shadows, qui est sorti depuis le 31 octobre 2025. Good Boy de Ben Leonberg. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très très bien, c'est trop cool, je suis super content. Mais comme d'habitude, hein, je me sens comme un coq en pâte sur Microciné. On est très bien reçus. Donc c'est un plaisir, c'est un bonheur de se retrouver. Et puis ça faisait longtemps, ça fait un petit temps, donc repartir à dialoguer sur le cinéma de genre avec toi, c'est toujours, toujours un bonheur. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'élan? Je crois que c'est toi qui es venu vers moi en me disant, écoute, il y a un film, faut le voir. Et c'est Good Boy. On est bien d'accord, c'est toi. Oui, totalement, totalement. Pourquoi ce film? Et allons encore plus loin dans la subjectivité. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, il peut y avoir une conversation avec lui autour de ce film? Alors pourquoi ce film déjà? Parce que alors de base, en fait, moi j'ai eu un coup de cœur, ça en fait, ça faisait longtemps le film que je l'attendais, on va être honnête. Ouais. Bon, il y a il y a quelqu'un dans mes bras là actuellement, il y a une sorte de qui a envie de se montrer donc voilà. Moi, ça me gêne pas. Moi, ça me gêne. Alors, pour celles et ceux qui écoutent parce que c'est aussi en podcast Oui, audio, est-ce c'est que vrai, tu tout pourrais à nous fait. présenter un petit peu ce chien et de quelle race? Et c'est intéressant, c'est important. Alors c'est Tilky qui est ici, c'est un berger des Shetland, donc et c'est un mini berger des Shetland, c'est pour ça qu'il est sur mes genoux et qu'il peut être sur mes genoux, contrairement à beaucoup de bergers des Shetland qui sont beaucoup plus imposants que lui. Et c'est intéressant parce qu'en fait, quand on l'a eu il y a maintenant 3 ans, puisqu'il a 3 ans, j'ai fait donc un court métrage à l'époque, il était tout bébé et j'ai fait un court métrage sur lui, autour de lui, un court métrage fantastique, très inspiré de The Thing pour plein de raisons, avec un petit peu d'émergence de giallo. Il y avait, notre ami Artopolis qui m'avait d'ailleurs, très gracieusement, offert une de ses, compositions aussi pour nourrir un petit peu le film et en fait, soudainement, quand j'ai vu ce film-là, cette annonce-là, j'ai eu cet écho très personnel en fait, il y a quelque chose dans cette, déclaration d'amour que je faisais à mon petit chien à ce moment-là en faisant ce film-là, parce que pour moi, c'était un truc que je lui offrais dans une certaine mesure, tout humblement que ce soit, mais c'était une sorte de peut-être une manière d'immortaliser un petit peu la chose. Vu que c'est compliqué pour l'animal de s'immortaliser lui-même, donc parfois, c'est plutôt à l'humain de le faire dans une certaine mesure aussi. En tout cas, à l'échelle de ma vie, en tout cas, qu'il reste là et qu'il marque quelque chose, en tout cas, dans ma vie. J'ai trouvé ça vachement beau, en fait, le geste. Alors, le geste à la fois d'immortaliser son animal et en faire une déclaration d'amour à travers le cinéma, ce que fait Ben Leonberg. Et puis, bon, il y a aussi cette démarche de genre que je trouve passionnante et sur laquelle on va revenir. Alors j'y ai pensé aussi à un moment donné parce que bon, j'y ai pensé immédiatement quand je l'ai vu, je me suis dit: «Il faut qu'on en parle ensemble» parce que j'ai peut-être que je me suis trompé, je ne sais pas, mais j'étais convaincu que ça allait te plaire, que la proposition allait t'intéresser, allait te faire penser et alors ça va te faire un petit coucou à Valérian aussi à Cinefiles, chez qui tu avais été parler de Une Vaillante Nature de Chris Nash il y a quelque temps, Exactement, qui était exactement. absolument passionnant. L'échange était vraiment super donc voilà, je vous conseille, je vous intime d'aller l'écouter aussi. Et il y avait vraiment ce truc-là où moi j'ai retrouvé en fait dans Une Vaillante Nature, ou plutôt à l'inverse dans Good Boy, puisque je l'ai vu après. J'ai retrouvé tout un tas de manières de déconstruire le genre, d'exposer les coulisses du genre, de donner un point de vue à ce dont d'habitude on ne met pas en avant le point de vue. Il y a un truc qui m'a énormément plu, c'est-à-dire que dans Une Vaillante Nature, on va aller dans les coulisses de ce que fait ce tueur monolithique de slasher, pendant que les jeunes sont en train, de faire leur petite beuverie en pleine forêt dans leur cabane au cœur des bois. Il y a un truc là-dedans où voilà, on va se décadrer au sens, littéral du terme, c'est-à-dire qu'il y a un Oui. décadrage. Voilà, on ne cadre pas ce qu'on cadre d'habitude et on décadre le récit aussi. Et je trouve qu'il y a ce truc-là génial aussi dans Good Boy, où globalement on va complètement décadrer le truc et on va s'intéresser à ce chien qui, dans beaucoup de films de hantise,
finalement est celui qui va peut-être donner, c'est presque c'est un trope du cinéma de hantise où il y a un moment donné où le chien va prévenir spectateurs comme les personnages du film qu'il y a quelque chose de chelou qui se passe dans la maison. Parce qu'on part du principe de cette croyance un petit peu populaire qui est de se dire, bah, le chien ou le chat, l'animal, il a une perception du réel qui est différente de la nôtre et il voit peut-être, ça va de cette croyance qu'on a quand on voit notre chat ou notre chien regarder dans le vague, qu'est-ce qu'il regarde? Très souvent, il regarde une poussière ou un insecte que moi je ne vois pas, mais c'est un peu inquiétant. Et donc il y a ce truc-là, on part de ce truc-là, c'est très souvent le chien qui va aboyer devant un truc, devant un objet, devant quelque chose. Et je trouve ça vachement intéressant parce que souvent ce chien-là, il est relégué, c'est vrai, encore une fois, c'est vraiment un élément déclencheur. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe, ça parle à moi spectateur, d'ailleurs pas tant aux personnages qui souvent les personnages du film, d'un point de vue diégétique, vont dire: «Bon, voilà, c'est juste le chien qui est en train d'aboyer sur un truc», comme moi je me dirais avec mon chien et mon chat quand ils aboient dans le vide. Mais moi, Mmh. spectateur, ça m'alerte en me disant: «Il y a un truc bizarre». Je suis dans du cinéma fantastique, je suis dans un film de hantise, je sais que le chien est en train de voir quelque chose. Et immédiatement après, soit très souvent il est tué par la hantise en question, parce que la hantise s'en débarrasse puisque c'est celle qui voit, c'est ce qu'il y a dans Poltergeist dans une certaine mesure, c'est ce qu'il y a au passage dans Exactement. les Conjuring, même plus récemment, hein, Conjuring, il y a ça dans le premier aussi. Il y a ce truc-là, le chien disparaît parce qu'il se fait tuer par la hantise, parce que finalement il est celui qui voit. Et là, il faut je trouve passionnant, c'est de se dire maintenant on va pas suivre le personnage humain, d'ailleurs dont on va exploser le corps en fait littéralement, on va Soit montrer que des morceaux. pardon, soit c'est celui qui voit ou soit c'est celui qui annonce au Oui, spectateur qu'il se passe quelque chose. Les Dents de la Mer, Les Dents de la tout Mer, à le fait. chien, Très bon Pépette, exemple Pépette. aussi, tout à fait. Exactement. Mmh. On va suivre celui qu'on ne suit pas d'habitude, qui est juste un élément déclencheur qui m'alerte effectivement, tu as raison, soit le spectateur, soit les personnages du film que quelque chose est en train de se passer. Là, tu vois, il y a même on en reparlera peut-être, mais il y a The Presence aussi de Soderbergh qui est sorti la même année où je trouve qu'il y a des échos intéressants aussi. Oui, oui, Cette idée c'est vrai. encore une fois de donner un point de vue à ce qui d'habitude, est mis complètement à l'extérieur et dont on ne suit pas le point de vue. Je trouve qu'il y a un truc vachement intéressant qui s'est passé avec ces 3 films-là et qu'au fait que j'ai eu envie d'en parler avec toi parce que je pense qu'il y a il y a vocation à te faire cogiter aussi et à proposer un beau dialogue en tous les cas autour de ça. Tu as dit une phrase qui est très importante, tu as dit l'animal domestique, le chien en l'occurrence, il voit quelque chose que moi je ne vois pas, mais que je ressens quelque chose et c'est intéressant parce qu'en fait, ça n'est que le point de vue qui est passionnant pour le coup à suivre. À partir du moment où ce chien voit quelque chose et que toi tu ne vois pas, tu es obligé d'adopter son point de vue. Donc tu es obligé de te mettre au même niveau que lui et le film est passionnant pour cela. C'est que pendant toute la durée du film, nous ne pouvons pas, enfin, nous sommes obligés dans un premier temps, c'est le sentiment que nous avons, et ensuite, ce n'est plus une obligation, c'est une continuité, un prolongement, d'être au même niveau que lui. Alors, même niveau, ça ne veut pas dire se mettre à quatre pattes et non, c'est ça qui est passionnant, c'est parce que un chien, effectivement, c'est à quatre pattes, ça regarde quelque chose, mais ça peut être aussi un bébé qui est à quatre pattes et qui est qu'est-ce que c'est que de voir, de vivre, de regarder ce monde à ce niveau-là? Et je trouve ça passionnant. C'est un film qui déplace le regard Tout à fait, ouais. C'est et moi, je totalement trouve ça. ça fascinant. Après, c'est vrai que le regard animal, je trouve qu'il a quelque chose de particulièrement intéressant, en fait, parce que ça au-delà effectivement, je suis parfaitement d'accord, hein, sur ce déplacement du regard, en fait, on peut abstraire ça complètement, effectivement, de la question du chien en tant que tel, parce que c'est pas effectivement pas ça qui est passionnant d'un point de vue théorique, en fait. Il y a évidemment, ça a un intérêt pour le coup narratif, émotionnel. Je trouve que le chien, ça a une accroche particulière. Mais effectivement, Oui, ce déplacement du regard est intéressant. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant dans l'idée d'aller travailler l'animal, parce qu'il y a finalement assez peu de films, en fait, moi, je trouve, à part chez Bresson, peut-être, au hasard Balthazar avec le l'âne, que ce soit EO de Skolimowski, enfin, ce que fait d'ailleurs Skolimowski du Bresson avec EO, où on exactement. épouse aussi le regard de l'âne. Je pense peut-être à The Thing au début, moi je pense tout au début de The Thing où on est vraiment avec ce chien qui vient de rentrer. C'est pas vraiment le personnage principal là, comme l'est par exemple dans Good Boy, dans EO par exemple ou Hazard Balthazar. Là, on est plus dans cette idée que à ce moment où il est en train de se promener quand il a été recueilli dans la base, il va se promener et ce qui est vachement intéressant, c'est son regard porté sur les êtres humains aussi. Il y a ce regard extérieur qui est un regard autre, qui est vraiment une altérité, qui pose son regard sur son altérité, enfin ce qui se présente comme étant son altérité à elle, et qui la regarde. Et on ne sait pas si elle la juge ou si il y a. Je pense à un autre film aussi à qui ça m'a fait penser, c'est Lamb aussi de Valdimar Johansson qui est sorti en 2022 aussi, avec cette idée, ce petit garçon, cette petite fille pardon, mi-enfant, mi-agneau, donc il y a une tête d'agneau et un corps d'enfant,
Et il y a tout ce moment-là où elle est entre les 2, ce personnage, cette créature-là est entre les 2 et elle regarde. Et d'ailleurs dans le film, il y a pas que elle qui regarde, il y a un chat aussi dans cette, petite ferme au fin fond de l'Islande, qui est continuellement à la fenêtre et qui regarde ces êtres humains vivre. Il y a un chien aussi qui se promène et qui regarde les êtres humains vivre. Il y a aussi ces moutons, enfin ce troupeau de moutons qui regardent les êtres humains agir et qui regardent ce petit microcosme humain, c'est-à-dire un mari, sa femme et puis le frère du mari, mais qui a une sorte de relation très étrange avec sa belle-sœur, où on sent qu'il y a une sorte de truc un peu vicié en fait dans cette cellule familiale un petit peu pervertie. Et il y a ces animaux qui regardent ça avec leur innocence. Et je trouve ça vachement intéressant en fait. C'est effectivement, tu parles du bébé. Moi, je trouve qu'effectivement l'animal il est fort parce qu'il a ce regard innocent comme un enfant. Il regarde les choses sans forcément avoir ces repères moraux. Il regarde les choses, il les regarde, je dirais, sans jugement, en fait, en réalité, comme le fait un enfant. Alors ça marche très bien avec le film de fantôme, parce que dans le film de fantôme, très souvent, on dit que l'enfant, comme l'animal, pour le coup avec Good Boy, il a une vision, encore une fois, innocente du monde et c'est pour ça qu'il voit les fantômes. Il est pas, pour citer un peu Bergson, il voit le monde au travers du voile des conventions, il voit au-delà des conventions, parce qu'il n'est pas encore vicié par les conventions et cetera, par la société qui l'aura perverti, l'éducation et cetera. Donc c'est pour ça qu'il peut voir les fantômes. C'est pour ça qu'il a pas et je trouve ça vachement intéressant, en fait, parce que finalement, tu le dis, le regard du bébé, c'est le regard de l'animal, en fait. Il y a un truc très proche là-dedans. Mais est-ce que tu parles de Bergson, est-ce qu'on peut parler aussi de Rilke qui disait que la beauté était entre 2 choses? Est-ce Ah qu'on mais peut évidemment. aussi, intégrer dans notre réflexion le rapport à la beauté? Il y a ce truc-là, effectivement, mais je pense qu'il y a une manière, en fait, en te mettant dans un point de vue autre, de contempler la beauté du monde autrement, Mmh. et de la percevoir autrement. C'est pour ça que j'aime bien cette idée de, alors c'est peut-être plus Bergson effectivement que Rilke là-dessus, ce truc Ouais, de ouais. dire qu'effectivement le monde tel qu'il est, on le voit nous être humain, être rationnel, être pragmatique à travers le voile de tout un tas de conventions et cetera, qui fait que, la chaise je la vois par exemple comme l'objet qui me sert à m'asseoir, pour faire ça un peu grossièrement, parce qu'il y a une étiquette sous la chaise qui renvoie à un concept et cetera, qui fait que je sais que la chaise c'est ça. Là où je pense que l'enfant, mais personne dira l'artiste par exemple, hein, l'artiste il va exprimer le monde en transcendant finalement ce voile des conventions et voir l'objet pour ce qu'il est esthétiquement, si je peux dire ça grossièrement, indépendamment de son utilité. Et je trouve qu'il y a ce truc qui est vachement beau en fait dans ce que fait pour le coup Ben Leonberg, c'est-à-dire qu'il y a ce regard innocent porté sur le monde, qui voit la nature, qui voit parce qu'il y a plein de plans de nature que je trouve vraiment magnifiques. Ne pas passer simplement par le regard aussi au sens, les organes, si je puis dire, qui permettent de voir. Le film, moi, il y a des moments où je trouve très étonnant, où il arrive à rendre compte de l'odorat et de la manière dont le chien comprend le monde à travers l'odorat et comment ça va C'est lui vrai. conférer un souvenir, notamment le souvenir de l'autre chien qui était dans la maison avant et qui a été aussi pris par l'entité. Il va le faire en sentant un bandana qu'avait l'autre chien. Et il arrive à travailler cette idée de la truffe qui va s'approcher de ce bandana, qui va nous projeter dans une vision qu'a le chien, qui est une vision que nous on va voir certes parce qu'on est malheureusement peut-être un petit peu cristallisé autour du côté de la vision et puis on est au cinéma, mais on Mmh. voit très bien que ce qu'il veut essayer de traduire par son image, c'est ce que produit l'odorat du chien, c'est ce que va produire pardon la sensation olfactive dans l'esprit du chien. Et il y a un truc comme ça en fait de te faire contempler le monde autrement. Je dirais que je trouve vraiment fascinant en essayant d'éviter autant qu'il le peut, et ça je trouve qu'il y arrive très bien quand même, c'est un truc vraiment difficile, l'anthropomorphisme. En fait, le film, je trouve qu'il parvient à, glisser, à slalomer entre les gouttes de l'anthropomorphisme. Parce que le chien, quand même, dans le film, moi, je trouve, reste un chien. Et donc, de fait, le regard qu'il porte sur le monde reste quand même, je trouve, jusqu'au bout, le regard que porterait un chien sur le monde. Ce que fait très bien d'ailleurs Skolimowski dans EO aussi, hein. Je trouve que dans EO, par exemple, je prends celui-là, mais Complètement. qui est un film qui m'a fasciné. L'âne reste un âne. C'est pas un âne dont on a conféré des qualités humaines pour pouvoir justement amener le spectateur à mieux s'identifier à lui. Non, ça reste un âne. Mais justement, je pense que ce qui fait la force finalement du propos, même philosophique derrière, c'est de dire que le film parvient à te faire à te faire ressentir de l'empathie pour quelque chose qui est autre que toi. Donc à te décentraliser ton nombril humain pour aller t'intéresser à ce que peut ressentir une autre espèce que toi. Et je trouve ça vachement important, en fait. C'est un vétérinaire qui m'avait dit ça à une époque, qui m'a dit que justement le jour où l'humanité serait perdue, c'est quand elle cesserait de s'intéresser et de regarder, les autres espèces et de s'y intéresser, de les penser. Dès lors que voilà, on cessera d'interagir avec, d'autres espèces, l'humanité sera certainement perdue parce qu'elle se sera complètement,
replié sur son propre nombril. Et c'est intéressant, c'est ça qui fait que contrairement à l'animal c'est difficile qu'il se décentralise parce qu'il agit quand même globalement par instinct. Je pense à l'animal sauvage, c'est peut-être différent pour l'animal domestique. Mais l'être humain, il a cette capacité à se décentrer de sa propre espèce et d'essayer de comprendre et de s'intéresser aux autres créatures. Et je trouve que le film arrive quand même à bien se débrouiller à faire ça. À se dire, ça reste un chien, c'est pas un être humain, donc c'est pas facile de t'identifier à lui parce qu'il ne fonctionne pas comme toi. Et pourtant, j'arrive à te faire t'y glisser. Mais est-ce que le film ne redéfinit pas le concept de l'héroïsme? Parce que généralement, dans des films d'horreur ou de cet acabit, qu'on le veuille ou non, ça peut être un ou plusieurs, mais il y a quand même un concept de l'héroïsme par rapport à l'autre, et l'autre, c'est censé être le mal. Et j'ai l'impression que Good Boy redéfinit aussi cela, l'héroïsme. C'est-à-dire que ça devient peut-être tellement non conscient. C'est non conscient parce que Ouais. c'est le point de vue du chien, pour le coup. C'est vrai, c'est très très beau en fait. Bah, je trouve ça hyper beau aussi, hein, mais alors après peut-être que là Ouais. c'est quelque chose de très personnel par rapport à mon rapport aux animaux aussi, parce qu'il y a un chien, mais il y a 6 chats aussi, donc il y a du monde à la maison. Oui, Peut-être tellement rappeler rappeler. aussi vite fait que Indy, donc c'est le chien de Ben Leonberg, donc le réalisateur, hein, donc c'est vraiment qui ne joue pas, alors qui joue à quelques moments dans le film en fait. Il a un acteur, son acteur principal lui ressemble beaucoup, ce qui permet de changer à certains moments, vraiment de pouvoir justement, simplifier en tous les cas l'interaction avec l'acteur en tant que tel. Il Comme c'est son maître, il peut lui faire certainement beaucoup plus de choses. C'est tourné chez lui, donc le chien connaît la maison. Ils ont tourné ça sur 4 ans. C'était très, très long parce qu'il voulait pas brusquer le chien, le forcer à faire des trucs qu'il avait pas envie de faire. Et ce qu'il explique d'ailleurs très bien en interview, c'est que s'il avait pas envie de faire un truc, il le faisait pas. Il ne faisait que des choses que le chien avait envie de faire, ou en tout cas dont il témoignait un petit peu de plaisir ou d'amusement, parce que il y a quand même cette idée d'amusement. Moi, quand j'ai fait le court métrage avec Tilky, ce truc-là, on sentait, il y avait un amusement de la part du chien, ça l'amusait de faire des trucs, parce que intellectuellement, il y a une stimulation et c'est cool. Ouais, ouais. Pour revenir à ce que tu disais, je pense effectivement que dans cette idée de travailler l'amour inconditionnel qu'un animal peut avoir pour son maître, il y a ce truc-là qui est de l'ordre vraiment de l'instinctif, c'est-à-dire il y a son instinct de survie. Et je pense que dans la relation qui joue entre un maître entre un maître et son chien, il y a ce truc-là où je dirais presque que la zone d'instinct de survie du chien, où l'instinct de survie du chien va s'élargir. Et je pense qu'il y a ce truc-là où l'instinct de survie du chien va se reporter et il va défendre son maître, dans une certaine mesure, comme il défendrait sa propre vie à lui. Il y a dans cette inconditionnalité de l'amour, il y a un truc, enfin, amour, appelons-le comme on veut, parce que l'amour est un concept très humain. Je sais pas, ça n'a pas du sens chez l'animal en réalité, mais dans ce qu'il ressent en tous les cas, il y a quelque chose, je pense, où effectivement il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'instinctif. Et il n'y a pas effectivement ce héros avec une intention portée sur quelque chose. Et je trouve ça très très beau en fait, parce que c'est un truc effectivement qu'on voit très rarement en fait. Le héros humain, si je puis dire, il, Mhm. il y a quelque chose dans l'héroïsme de faire valoir son libre arbitre, essayer de sortir de quelque chose pour pouvoir s'élever au-delà de ce truc-là et essayer justement de s'en défaire ou de faire partir l'antagoniste, et cetera. Mais il y a quand même cette idée de dépassement volontaire de soi. Chez le chien, en tout cas, je trouve que dans le film, c'est très bien rendu. On sent que ce dépassement, il est, complètement conséquentiel à cet amour inconditionnel ou à cet instinct, notamment de sa survie, mais surtout de la survie de son maître, en fait, que je trouve très, très beau. Et je sais pas, j'arrive pas à mettre des mots sur comment il le rend, mais il y a un truc comme ça. Alors peut-être dans l'absence de dialogue, dans le fait que c'est parfois compliqué, en fait, de projeter ce que le chien pense à tel moment, en fait. C'est pour ça que je trouve qu'il arrive très, très bien à pas jouer la carte de l'anthropomorphisme parce qu'on ne sait jamais vraiment ce que pense ce chien en réalité. On va projeter des émotions dessus, mais est-ce que vraiment, ce que moi je projette sur lui, et ça on va revenir sur Bergson encore une fois, hein, mais sur cette idée que c'est très difficile effectivement, d'exprimer sa pensée déjà pour l'humain à travers son langage. Alors j'ose même pas imaginer en fait comment on peut essayer de traduire sur un langage qui est différent, une communication qui est différente et qu'on va devoir créer entre soi et l'animal. C'est très compliqué de dire comment je peux essayer de tirer quelque chose en regardant l'animal, et comment je peux le conceptualiser ce truc-là. Et je trouve que justement c'est dans cette petite ce truc d'inconnu en fait presque cette vallée un petit peu de l'étrange pour reprendre un truc qui n'a rien à voir, mais cette inquiétante étrangeté peut-être même qu'il y a entre l'homme et Oui, l'animal, oui. cet endroit où on a une complexité à essayer de mettre des mots, à conceptualiser et à mettre des mots et on ne pourra certainement jamais en mettre, que réside un petit peu la puissance en fait de ce qui peut se jouer entre un animal et un être humain. Et je trouve que le film rend hyper bien ça. Je sais pas du tout si je réponds bien à ce que tu disais, à ce que tu Complètement. proposais, mais il y a un truc là-dedans en fait, moi qui me touche beaucoup et que je trouve que la mise en scène travaille à merveille parce que je trouve que ça, en termes de mise en scène, il y a des trucs que je trouve dingues, qui sont d'une simplicité, d'une sobriété en fait parfois.
imparable. Parce que je trouve que le film n'est pas c'est pas un film qui est dans la prouesse et l'esbrouffe, en fait, de mise en scène. C'est souvent très sobre. Effectivement, on suit le chien, on est littéralement à sa taille, c'est des travelling d'accompagnement où on va le suivre dans les couloirs de la maison. Effectivement, le corps de l'être humain, à l'exception d'une séquence, puisqu'on ne voit le visage de l'être humain qu'à un moment, il y a une raison, mais le reste du temps, on ne le voit pas. On est toujours à sa hauteur et on voit les jambes, on voit les bras, on voit les choses arriver, ce que pourrait voir le chien. C'est important parce qu'il ne choisit pas, il aurait pu choisir de faire des plans subjectifs, mais il préfère jouer, soit il cadre le chien, soit tout en décadrant les êtres humains. Et ça, c'est hyper intéressant. On n'est pas dans un plan subjectif qui, pour moi, serait une sorte de truc un peu artificiel. Je trouve que ça avait été un plan subjectif tout du long, ça aurait été très artificiel. Là, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'en cadrant le chien, il cadre son corps et ça, c'est intéressant. Il prend son corps entièrement, il va travailler les parties de son corps, les découper pour pouvoir justement témoigner de ses tressaillements, de ses regards. Il y a plein de très gros plans sur ses yeux pour essayer d'en tirer une forme d'émotion que moi j'ai du mal à conceptualiser, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et avec l'être humain, il fait pareil, il émiette son corps. Ça n'a rien à voir, mais cette année au programme en terminale, c'est pour les spécialités en cinéma, c'est Wiseman. Et il y a cette manière chez Wiseman, notamment dans High School, de découper les corps. De découper les corps, notamment Ah, sur c'est cette High School. séquence dans High C'est High School, School. voilà, avec Mmh. la séquence notamment dans le gymnaste, avec toutes les jeunes filles qui sont en train de danser, qui sont en train de faire de la gym. On va découper les corps et faire des plans qui sont très intéressants sur le découpage des corps et tout ce que D'accord, ça oui. traduit chez Wiseman aussi. D'accord. Et je trouve que là, il y a un truc super intéressant. Alors, c'est dans des intentions complètement différentes. Attention, on n'est pas du tout dans le même truc. Mais il y a une manière de découper le corps humain, en fait, de le travailler pour justement, pour travailler le geste, en fait. Ça que je trouve intéressant. C'est ce qui permet la communication entre le chien. On n'a pas le langage commun, mais ce qui permet la communication entre les deux, c'est souvent les gestes. Donc, on va s'intéresser à la main qui va se poser sur le poil du chien. On va s'intéresser à la caresse. On va s'intéresser parfois au fait qu'il le repousse avec son pied, avec son bras, etc. Donc que ce soit la violence et la tendresse, mais tout est traduit par les gestes en fait. Il y a un travail sur le découpage du corps qui permet de mettre en valeur le geste que je trouve super. Et pareil pour le chien en fait, on va travailler sur la manière dont son corps va s'exprimer, son langage corporel pour essayer de le comprendre. Et je trouve ça super. Vraiment, je trouve qu'en termes de mise en scène, encore une fois, ça paraît très sobre et très simple, mais je pense qu'il faut passer par la sobriété et la simplicité pour essayer de comprendre un langage qui est finalement extrêmement simple. C'est un langage des corps, je pense beaucoup entre l'homme Mmh. et l'animal, et pas la complexité d'un langage qui serait, encore une fois, conventionnalisé, comme par exemple le français, avec toutes ces règles extrêmement complexes. Là, on est sur les corps qui vont parler. Ça, je trouve ça super beau. Alors, juste, j'ouvre une petite parenthèse parce qu'il faut quand même, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous Oui, voient, juste contextualiser le scénario, si tant est, il mais y en est un, totalement. mais il y a quand même une histoire. Alors, moi, j'aime bien prendre, pour lire j'aime bien prendre le synopsis du dossier de presse. Après, on déconstruit. Donc, ça raconte quoi ce film? Todd est un jeune homme souffrant d'une maladie respiratoire. Il quitte donc New York pour la campagne. Il s'installe dans la maison rurale et inhabitée de son défunt grand-père. D'ailleurs, c'est une séquence juste incroyable quand ils arrivent. Enfin, je dis Oui, le chien et lui. Puis bon, bref. Et il est accompagné donc Indy, son oui, retriever de la Nouvelle-Écosse, adoré. Vera, la sœur de Todd, s'inquiète de son isolement. On l'entend souvent à l'autre bout du fil du téléphone, et on la verra plus tard. La croyant hantée, la maison, est responsable de la mort de leur grand-père. Bon, Indy perçoit immédiatement une présence dans la maison, se manifestant souvent par des ombres et apparaissant parfois sous la forme d'une silhouette sombre et squelettique trempée debout. Alors ça, c'est le synopsis. Nous, on est là pour déconstruire un peu le synopsis. Il y a quelque chose d'assez impressionnant, je trouve, et qui va finir par une question à ton égard, bien évidemment, c'est la peur. La peur, je trouve que la peur dans ce film n'est jamais réellement formulée. mmh, Il y a des exceptions, mais formulée, non, je ne pense pas. Je trouve qu'elle n'est jamais expliquée, elle est jamais verbalisée, elle est jamais nommée. Pourquoi? Bah, parce que le point de vue, c'est un chien. Mais c'est pas parce que ça n'est jamais verbalisé, jamais nommé, jamais expliqué qu'il n'y a pas qu'on ne ressent pas quelque chose de l'idée de la peur, pour le coup. Et je trouve que cette peur, elle circule uniquement, par le corps. Il y a, par mmh, exemple, un arrêt, un regard, une hésitation, tout ça, c'est lié au chien, bien évidemment, ou un déplacement. Pour le coup, on y est. Et le chien ne sait pas qu'il a peur, j'ai l'impression. oui. Moi, je suis Je pense d'accord.
il est la peur, il est peur, il est la peur pour le coup. Et le spectateur ou spectatrice, nous sommes contraints de partager cet état brut et donc sans médiation intellectuelle. Mmh. Et moi, j'ai une question par rapport à cela, je l'ai notée d'ailleurs. Voilà, elle est juste là. Est-ce que, selon toi, cette peur sans mots, parce que nous, on a l'habitude de cela par rapport aux gestes horrifiques, cette peur sans mots, est-ce qu'elle te semble plus archaïque, plus profonde que celle des films d'horreur fondés sur l'explication? Ah bah, totalement. Totalement, je pense qu'il y a quelque chose dans l'idée d'aller vers enfin, il y a quand même ce truc-là de travailler sur l'animal parce que l'animal, il est effectivement parce qu'il est instinct, parce qu'il est survie, il est dans une certaine mesure, il est tout peur, continuellement, en fait, parce qu'il est continuellement aux aguets par rapport à tout ce qui peut se passer autour et à la manière dont, il va réagir sans forcément en être conscient d'ailleurs, puisque c'est instinctif, tout ce qu'il y a autour de lui et il y a quelque chose là-dedans, en fait, de te confronter à sa fragilité parce qu'à cette idée-là, il est vulnérable, il est très, très vulnérable. C'est un animal qui n'a pas cette capacité dans une certaine mesure de conscientiser les choses, de rationaliser les choses. Il peut pas se rassurer. Il est encore une fois, comme tu le dis très bien, il est tout peur et tout son corps en fait transpire cette peur-là. Cette peur-là pour lui et cette peur-là pour son maître aussi, qui est celui qui le protège. En plus là, c'est-à-dire qu'il est dans une situation, je trouve que c'est intéressant en tant que spectateur aussi, où il a aucune protection en fait, puisque son maître est en train de dépérir progressivement et il est tout seul face à quelque chose qu'il ne comprend pas, et qu'il ne comprendra jamais et je pense que il y a ce truc-là, moi, dans le cinéma d'horreur contemporain qui me gave la plupart du temps, cette idée de et qui annihile toute peur, c'est l'idée de rationaliser la peur. C'est un truc et genre je dirais même pour tout, hein, tout le Mais tu cinéma sais pourquoi? actuellement, Tu sais pourquoi? Moi, j'ai ma petite idée. C'est vas-y, ils ne nous font pas confiance. Ils ne nous bah, font voilà, pas oui, confiance en notre intelligence. tout à C'est fait. terrible. Mais en même temps, j'ai l'impression quand même qu'il y a une alors au-delà je suis tout à fait d'accord, hein, je pense qu'il y a des impératifs, qui sont, gérés par des mecs qui font des études de marché et qui pensent que les gens sont trop cons pour comprendre, et qu'il faut vendre le truc, donc effectivement, il va falloir tout rationaliser. Mmh. Alors je trouve qu'il y a heureusement des gens, je vais juste citer 2-3 trucs, mais 28 ans plus tard et surtout 28 ans plus tard, The Bon Temple qui est sorti très récemment de Nia DaCosta, fait merveilleusement. Alors le film fait un four et c'est d'une immense tristesse parce que je trouve pour l'instant c'est voilà, c'est un film, c'est un très grand film Ah oui? et moi je trouve que c'est un très grand film et parce qu'elle en a rien à foutre Nia DaCosta et qu'elle fait ce qu'elle veut et qu'elle ne D'accord. rationalisera jamais le truc, et je trouve ça moi super. Heu, mais là, pour le coup, voilà, je trouve qu'il y a ce truc-là où alors je pense qu'il y a une question purement effectivement de vendre le produit, parce que c'est un produit qu'il faut vendre et donc il faut rassurer le spectateur et le mettre dans un état de confort. Donc on rationalise ce qu'il y a en face de lui parce qu'il faut quand même pas trop le bousculer, le pauvre, tu sais, il faut pas non plus trop lui faire de mal. Donc on rationalise parce que ça rassure, il y a plus d'inconnu et puis je pense qu'il y a quand même un nivellement par le bas de tous les imaginaires qui moi je vais me permettre, me casse les couilles, ou vraiment un truc insupportable, où aujourd'hui effectivement, je pense que même les spectateurs sont tellement habitués à ce qu'on lui serve ça, que maintenant, on a créé une forme de demande chez le spectateur de ça. Le spectateur attend que ce soit rationalisé. Je sais pas combien de fois j'entends, des gens dire: «Ah bah, heu, pourquoi ça? Pourquoi telle chose? Pourquoi tel personnage? Pourquoi telle créature? Comment ça fonctionne? J'aimerais ça». En témoigne le peut-être le succès des origin story où on doit tout expliquer rationnellement pourquoi le tueur il est devenu très méchant. J'ai pas envie de voir ça en fait, ça m'intéresse pas. Si le Bah tueur il est très bah méchant, c'est intéressant et bah, Il de Violente tu Nature co par exemple. tu connais la fameuse anecdote quand l'Avventura, si je me trompe pas, oui, c'est l'Avventura d'Antonioni, pas le film de Le Tourneur qui est très, très bon aussi, bien évidemment. Quand le film passe à Cannes, début 60, bon, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Il se passe qu'à un moment, il y a un personnage féminin, pour l'occurrence, disparaît. Où est ce personnage? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le film, à un moment, dit aux spectatrices et spectateurs: «En fait, je m'en fous». Mmh. Mais voilà, c'est pas Ouais, quelque chose qui est lié à 10, 15, 20 ans. C'est quelque ouais, chose qui est c'est vrai. lié depuis très, très longtemps. Voilà, là où
Je voulais juste un peu te contextualiser Oui, je et suis dire d'accord. en gros que tu es un vieux con et moi je suis quelqu'un Ah qui aime la jeunesse. Donc voilà, c'est pas la faute des jeunes. non, puis après, c'est vrai que je ne dis pas que c'est alors attention, je pense pas que Je ce soit une question plaisante, je plaisante. de jeunes, hein. Mais c'est vrai que parce que ça non, mais peut-être que ce que j'ai dit pouvait peut-être laisser peut-être un peu supposer ça. Ah non, 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 pas du C'est tout, c'est moi qui pas blaguais, juste je blaguais, c'est tout. C'est une mauvaise blague et que je non, non, garderai au montage, que je ne vais ah mais pas garde-la. retirer. Voilà, je vais garder ça. C'est que un truc que je trouve par exemple beaucoup moins bon, si je pars là, il y a une autre grosse parenthèse qui peut s'ouvrir, mais c'est un truc que je vois beaucoup moins. Par exemple, je pense exemple dans le cinéma japonais pour prendre des exemples comme ça, où justement on n'a pas ce truc-là. En cinéma sud-coréen, il y a pas ce truc-là non plus en fait. C'est quelque chose, je trouve aussi très occidental, d'aller essayer de rationaliser les choses comme ça et ça m'emmerde un petit peu. Ça m'embête et là, je trouve que justement dans le film, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne le fait à aucun moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment l'explication de quelle est cette créature, en fait, qui hante la maison. Alors, on sait On verra bien. symboliquement, métaphoriquement, on sait ce que c'est effectivement et on sait à quoi ça renvoie. Mais, il y a plein d'éléments qui fait que nous, on peut il y a presque alors je dirais c'est un peu exagéré de dire ça, mais il y a une narration presque par le décor, une narration par l'objet. Il y a des éléments effectivement dans le décor, dans les objets qui peuvent nous amener à créer un petit peu nous-mêmes, de par notre propre imaginaire, d'où ça peut venir. Il y a des choses évidemment qui nous sont racontées simplement par l'image, mais globalement, voilà, le reste du temps, en fait, on est juste avec ce chien. On arrive presque in medias res dans cette d'ailleurs, je dirais même, on est plongé in medias res dès la première séquence où ce chien est ils sont dans leur appart avant de partir pour le coup dans la petite cabane. Le maître fait un malaise et à côté de ça, le chien voit déjà quelque chose, une sorte d'ombre sur le mur qui se projette et donc on est jeté là-dedans. On est avec ce point de vue-là et effectivement, ça ramène à quelque chose, encore une fois, dans cette idée qu'on est avec un animal qui ramène à l'instinct et à l'instinct finalement qui est réaction face à la peur d'un problème, de quelque chose qui va venir faire obstacle à notre survie, ça ramène à quelque chose d'extrêmement primal. C'est jamais, à aucun moment, on a cette idée c'est jamais conceptualisé, c'est jamais rationalisé. On a juste ce chien qui est terrifié et on nous amène à épouser son regard totalement et son regard et son ressenti et sa perception du monde. Et en tant qu'animal, encore une fois, en tant que tout instinct et donc toute peur, et ben pour le coup, on va vivre l'aventure avec lui et s'efforcer de rentrer là-dedans. Je trouve ça intéressant parce que finalement, le maître de son côté, finalement, il est là où souvent le chien est un petit peu. Il peut avoir un rôle central dans un film, mais il sera souvent le sidekick, si on prend qui Mmh. sera un sidekick d'un personnage principal. Là, c'est presque le personnage principal humain qui est le sidekick du chien. Et je trouve ça aussi intéressant de renverser ça. Et voilà, on s'intéresse pas du tout à ce que ressent. Alors, on s'intéresse à ce que ressent encore une fois l'être humain du point de vue du chien, encore une fois, parce qu'on voit effectivement, il voit son maître dépérir. Il n'est pas que terrifié par la créature, il est terrifié par l'état de santé de son maître. Alors, encore une fois, il ne le conceptualise pas, il ne le rationalise pas, mais il voit que son maître va mal. Je dirais même, pour enlever le voir, parce que je trouve que le voir est pas, il sent ce qui se passe. En fait, il y a un truc dans le film où on ne donne pas à voir, on nous donne pas à voir, on nous donne à sentir. Et ça, je trouve ça vachement intéressant au sens large des autres sens que le regard. Même si, encore une fois, le film enfin, passe par l'image, factuellement oui, et par le son, mais je trouve qu'en fait le film arrive par son image à nous faire ressentir tout un tas de sensations par d'autres biais sensitifs. Et je trouve ça super intéressant aussi. Et je pense qu'encore une fois, cette peur très primale, elle arrive par ce biais-là, en fait, vraiment. Elle ne frappe pas notre intellect, elle frappe nos sens. Et donc il y a quelque chose d'assez viscéral dans le film qui fait que moi, le film me fait peur. Il y a juste un moment que je trouve problématique dans le film, il y a un élément qui s'adresse directement à moi, spectateur. Il y a un moment où le chien et je crois un dos, je crois qu'on a un plan de face sur le chien. Il me semble un gros plan sur son visage. Il y a le contre-champ sur quelque chose qu'il est en train de regarder, donc il y a le raccord regard sur ce qu'il est en train de regarder et ensuite on Mmh. revient sur le chien, sur le même plan et il y a la créature qui apparaît derrière lui, éclairée il y a un éclair et la créature apparaît derrière avec l'éclair. Je crois que c'est un peu comme ça que c'est mis en scène et c'est juste le seul moment où je me dis: «Là, Ben Lundberg s'adresse à moi et veut me faire peur à moi» et là, à ce moment-là, je sors un petit peu. Je dis: «Là, Ouais. c'est pas ce que le chien ressent, là, je suis plus dans la perception du chien, je suis dans Ben Lundberg qui veut me faire peur à moi». Alors oui, dans ce film, ça marche parce que j'ai peur pour le chien, mais j'ai plus peur comme le chien et ça me sort Mmh. un tout petit peu. Mais c'est ça je crois à mon avis que c'est ça le moteur du film. Enfin pas le moteur, pardon, l'intention du film. À savoir que si le film finit par de temps en temps nous faire peur, nous, c'est-à-dire qu'en fait c'est pensé pour faire peur au spectateur, Mmh, ça ne peut pas fonctionner. Parce voilà. il ne va pas jusqu'au bout. Mais je crois que le film va
très souvent jusqu'au bout. À savoir que s'il épouse le point de vue du chien, le rapport à la peur qu'entretient ce chien doit être différent que nous, êtres humains, pour le coup, nous entretenons avec. Et puis, en plus de cela, nous, spectateurs, par rapport au cinéma d'horreur, aux gestes horrifiques. C'est vrai qu'à partir du moment où on sent que le cinéaste est en train de travailler la peur par rapport à nous, spectateurs, et non pas par rapport au chien, ça fonctionne. Ça peut pas. C'est pas que ça Ouais. fonctionnera pas. C'est que l'intention de départ ne peut plus fonctionner. Et là où je veux en venir, c'est que cette mise en scène de Leonberg, elle adopte, qu'on ne veuille ou non, constamment, une espèce de hauteur de regard qui est assez inhabituelle. C'est ce que j'évoquais. Bon, Mmh. c'est-à-dire que, en fait, le monde, finalement, change d'échelle parce qu'il adopte le point de vue de ce chien, d'Indy, à savoir que les meubles deviennent des obstacles, pour le coup. Mmh. Le travelling, le déplacement ne nous montre que cela. Les couloirs des tunnels, les maisons des labyrinthes. Et en fait, ce qui est très beau, c'est que le décor est un décor domestique, donc ancré Mmh. dans un endroit familier, un endroit qui est inoffensif et qui se transforme en quelque chose de peur. Là où je veux en venir, et peut-être ça pourrait être une question, c'est que je me suis demandé, est-ce que cette caméra basse ne transforme pas forcément la maison en un véritable espace d'horreur sans rien modifier d'un point de vue objectif? Parce qu'en fait, factuellement, il ne modifie rien à l'espace, en fait, en tant que tel. Il y a pas d'élément de distorsion de l'espace ou quoi, enfin, qui est produit effectivement. La maison, en fait, elle est terrifiante parce qu'on est à hauteur du regard du chien et c'est ça qui je pense à une C'est ça. séquence, moi, je trouve que la niche, par exemple, il y a une séquence, moi, que je trouve extraordinaire dans la niche, quand, donc le maître, à la fin, attache Indy dans la niche parce qu'il est en train de vriller. Il y a un truc qui on sent qu'il se passe pas bien et comme il est très mal et qu'il est en train de, encore une fois, de dépérir, il met le chien dehors et il l'attache à sa niche et il y a une séquence où la créature est à l'intérieur de la niche, sort du sol en gros et va tirer Indy à l'intérieur avec la laisse, enfin la chaîne en métal qu'il accroche à la niche. Et la niche devient soudainement immense en fait. C'est assez terrifiant parce qu'on est dans son Ouais, point je de me vue à souviens. lui, on est tiré à l'intérieur et la niche devient presque un double de la maison qui est de l'autre côté et ça devient complètement, alors qu'effectivement ça devient une sorte d'immensité extrêmement étriquée parce que c'est en même temps très claustro aussi, parce qu'on sent que finalement le chien est très étriqué à l'intérieur du truc. Mais comme on est dans son regard, elle paraît effectivement beaucoup plus grande. Tu le dis effectivement très bien aussi, en fait, tout ce qui paraît anodin pour nous êtres humains, devient un truc soit infranchissable. Je pense au-dessous, il y a plein de séquences en dessous du lit aussi, où il y a une sorte tu as l'impression qu'il y a une sorte de gouffre en fait très, très ténébreux qui s'ouvre sous le lit, où il pourrait apparaître n'importe quoi. Il y a ce moment où il se glisse sous l'armoire pour aller chercher le petit bandana que portait le chien précédent, où il y a un Ouais, truc hyper bizarre qui se passe. On a l'impression qu'il y a une sorte d'autre truc qui s'ouvre derrière. Il y a ce tronc d'arbre dans la forêt qu'il va découvrir et dans lequel il essaie de rentrer à plusieurs reprises parce qu'il sent quelque chose dedans. Tout paraît totalement effectivement disproportionné et effectivement, c'est une autre manière de plutôt que de montrer l'espace changeant comme ça peut arriver dans plein de films de maisons hantées, où on va mettre des objets qui sont différents, qui vont changer de place, qui vont disparaître. Je pense à Shining par exemple, où l'espace est en continuelle modification, voilà. ouais, Là, carrément. c'est le changement effectivement d'échelle qui crée ça. La maison reste comme elle est, elle ne change pas, mais c'est le regard porté sur elle qui va changer, en fait, encore une fois, cette maison et qui va la rendre soudainement extrêmement inquiétante. Et je pense, ouais, ça joue ça mais tu as parfaitement raison, en fait, je ne fais que paraphraser ce que tu as dit avant. Ah non, 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 non. Attends, moi je te pose une question. Elle est tellement bête et conne, mais en même temps, elle est importante. Est-ce que tu as eu peur? C'est une très bonne question Mais oui, et tu c'est sais, c'est une question qu'on ne pose plus entre nous, quand on est adepte des films d'horreur. On ne pose plus cette question, mais je pense qu'on devrait la poser. Est-ce que tu as eu peur? alors c'est très rare, c'est très, très rare, hein, pour Oui, je et là, comprends, je comprends. à certains moments, oui, il y a des trucs qui m'ont saisi, en fait, Eh vraiment. oui, bah oui, bah Qui sont oui. pourtant des trucs simples, en fait, c'est très étrange parce que je me suis posé la question en le revoyant, je me suis dit: «Est-ce que la même chose faite avec un être humain, c'est-à-dire qu'on aurait eu les mêmes genres de séquences avec un être humain, il est probable que ça n'aurait pas marché. On parlait, enfin, je citais tout à l'heure le film de Chris Nash, Une Violente Nature, j'ai eu ce même truc en fait à des moments. C'est un peu Ouais, étrange, mais je suis parce qu'en ouais, fait, ouais. il y a ce truc-là en fait, moi, le film quand j'ai vu Une Violente Nature la première fois, je l'ai vu comme une sorte de relecture du slasher façon effectivement documentaire animalier, où on suit le tueur comme si c'était un animal dans la nature. Mais je pense que c'est ce que vous aviez dit, hein, pour le coup avec Valérian, mais on a ce truc-là où on le suit
et on le suit comme si c'était un animal un peu curieux et on le suit, faire ce acte de prédation et déconstruire, démantibuler les corps et puis pour en fabriquer des images derrière qui sont saisissantes. Notamment, voilà, Ouais. cette jeune femme qui se fait éclater là au sommet d'une falaise, qui est une séquence quand même assez incroyable, où on a une image finale que je trouve absolument dingue. Elle est incroyable parce qu'on est avec lui. Oui, Ça, tout à fait. c'est terrible. Et encore une fois, la même chose, on serait de son côté à elle, on aurait fait un slasher conventionnel où on est avec elle, on la suit et tout d'un coup, elle est en train de faire son yoga et on voit la silhouette derrière, il fait la même chose, ça n'a pas d'effet, ou moins en tous les cas. Je trouve qu'en plus, c'est un film qui arrive dans une certaine mesure. Alors, ne croyant pas, là, effectivement, je sors aussi de la question critique, quoi, je ne crois pas aux fantômes, je ne crois pas à tout ça. Moi, pour moi, c'est Comme moi, justement, c'est de la comme moi, fiction, voilà. d'accord. Mais il y a un truc où le film arrive dans une certaine mesure à te poursuivre au-delà de son visionnage quand tu as des animaux notamment à la maison, où tu dis effectivement, dans ce geste un peu todorowien d'hésitation, de se dire, je suis face à un événement que je comprends pas, mon chien qui regarde dans le vide, mon chat qui regarde dans le vide, je sais pas ce qu'il regarde. Je suis dans l'hésitation, explication rationnelle, c'est de la poussière, explication irrationnelle, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Mais voilà, Todorov et là, je reste dans cette hésitation à la croisée des chemins et là, je trouve que c'est intéressant parce que le film, quand tu en sors, quelques minutes après, peut-être, quelques heures ou peut-être qu'à d'autres moments, ça va être réactivé par un truc. Ton chien fait un truc étrange, ton chat fait un truc et finalement le film revient à ce moment-là, se recule, il fait: «Ah et peut-être s'il voyait ça, s'il voyait vraiment quelque chose d'invisible pour moi» et je trouve qu'il y a ce truc-là où le film, pour la question de la peur, continue à te poursuivre un petit peu derrière. Il y a un truc qui marche. Je trouve que beaucoup de films de fantômes qui sont dans cette approche un petit peu de ride. Alors moi, j'aime bien James Wan, il y a plein de choses comme ça que j'aime bien. J'aime bien Oui, Conjuring, oui, j'aime bien Insidious. sûr, bien sûr, bien Mmh, sûr. mais c'est des films qui, moi, alors, malheureusement, non, ça me poursuit pas du tout à la sortie de la salle, Oui, parce oui, que je j'ai comprends. vécu un ride, un train fantôme, c'était super cool, mais c'est pas de l'horreur métaphysique, parce que je pense qu'il y a une horreur métaphysique qui te poursuit là, et puis il y a une horreur foraine que moi j'adore, mais qui va Oui. jamais te poursuivre au-delà du train fantôme. Tu es sorti de train fantôme, c'est cool. Oui, Par mais contre, dans cette horreur, Freaks, c'est une voilà, horreur foraine, comme tu le dis très joliment d'ailleurs, oui, c'est et tu ne peux qu'être à un moment, quand même assez, mais elle est perturbé parce que métaphysique. tu y voilà, d'accord. C'est-à-dire, je pense, effectivement, c'est une horreur foraine, je dirais presque contextuellement. Mais en réalité, l'horreur qui est traduite et qui exprime enfin, l'horreur qui est exprimée est une horreur beaucoup plus métaphysique. Je vais prendre un exemple aussi que j'aime bien, Cimetière de Marie Lambert. Ce que je trouve intéressant, Ouais. c'est qu'il y a quelque chose d'un peu forain à des moments, Mmh mh. mais en réalité, peut-être avec l'inspiration du bouquin de King, certainement d'ailleurs, il y a une horreur beaucoup plus métaphysique qui se développe derrière ça et qui fait que, même si tu as des effets chocs un peu crado, et qui vont, faire plaisir, à celui qui aime bien l'horreur un peu foraine, si je puis dire ça un peu comme ça, qui encore une fois, j'ai aucune condescendance vis-à-vis de ça parce que j'adore ça. Mine de rien, Bien quand sûr. tu vois notamment la je crois que c'est la sœur de la mère de famille qui est jouée donc par une vraie anorexique. Donc il y a un truc là, à un moment donné en fait où la manière en fait de traiter ce corps qui est un corps qui est véritablement touché par la maladie, là ça te poursuit ce truc-là. On a eu des monstres, on a eu, le personnage, comment s'appelle-t-il? Du personnage qui est donc, qui est presque zombifié et cetera, qu'on voit à plusieurs reprises. Voilà, là, on est dans quelque chose d'un petit peu forain. En même temps, cette vision foraine suscite quelque chose de beaucoup plus, métaphysique derrière, sur ce retour des corps et cetera quand même, qui mine de rien est le rapport qu'on peut avoir au deuil, enfin, notre propre finitude et cetera. Je pense qu'on peut combiner les 2. Mais je trouve que d'ailleurs Good Boy le fait un petit peu. Je trouve qu'il y a quand même ce truc-là où il y a une horreur un petit peu train fantôme, mais en même temps, en fait, il se sert de ce marchepied de l'horreur train fantôme pour s'élever à une horreur plus métaphysique qui va te poursuivre derrière. Et je pense que c'est justement par l'utilisation et la mise en scène du regard, en fait, justement, qu'il élève son horreur qui pourrait être, si effectivement il y avait un être humain et qu'on était dans un film très classique, qui pourrait être, juste un petit shoot d'adrénaline, voilà, sur le moment qui est super chouette, mais qui finalement ne te poursuivra pas. Je trouve que par le recours au regard du chien, finalement, on sort complètement de ça et on arrive à une horreur qui est beaucoup plus métaphysique et c'est ça que je trouve très, très fort dans le film et ce que je disais tout à l'heure, le seul moment où effectivement je sors, c'est quand il y a ce jump scare là, qui est vraiment un jump scare vraiment, le plus classique qui soit et qui ne s'adresse pas au chien, qui s'adresse à moi puisque de toute façon le chien ne le voit pas et donc moi je sursaute, oui, mais là on en est Mmh. quelque chose qui ne suscite rien d'autre que la réaction que je vais avoir, que mon corps va avoir face à une agression visuelle qui fait que, bah, oui, je vais sursauter parce que mon corps est agressé donc il réagit. Alors après, est-ce que c'est une note d'intention aussi? Est-ce que ça va dans la notation de te dire: «Je vais te faire ressentir quelque chose de très instinctif, je vais agresser ton corps et comme le chien tu vas réagir?» Peut-être, je sais pas. Mais moi je trouve que pour le coup, c'est un petit peu je trouve que c'est un des effets, un des quelques effets ratés.
ou en tous les cas qui alors peut-être pas raté, mais qui sort un peu du cadre que le film s'est posé. Alors que le reste du temps, je trouve qu'il y arrive brillamment à éviter ça. Il y a ce petit moment-là où il en sort un petit peu, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grand-chose. Alors, il y a aussi autre chose. C'est que effectivement, c'est un film, on l'a dit, depuis plus d'une heure. La particularité de ce film, c'est qu'il épouse à 98 voire même, allez, peut-être même 100 le point de vue de Indy, qui est le chien, qui appartient donc l'animal domestique qui appartient à Todd. Mais il y a aussi autre chose, il y a un autre aspect, si on veut commencer un peu à se poser des questions autour de ce personnage de Todd. C'est quand même un personnage qui est isolé, volontairement, délibérément isolé. Il est coupé du monde, il est réfugié dans une espèce de relation complètement exclusive avec son chien. Les autres, il y a sa sœur, donc cette voix. On se pose des questions. Il y a le rapport au grand-père, on apprend des choses, on se dit que peut-être il y a une espèce de réincarnation. Enfin, tout est complexe. Et ce qui est très intéressant par rapport à Ben Lambert, c'est que parce qu'il y a une forme de solitude, mais j'ai l'impression que cette solitude, elle n'est jamais théorisée, tu sais. Jamais théorisée. Elle n'a pas le temps, parce qu'on est tout le temps avec le point de vue de Indy. Mais il y a quand même, il y a pas, le cinéaste pourrait de temps en temps intégrer, je ne sais pas, quelque chose, un geste qui nous ferait comprendre que cette solitude, il y a une raison à cette solitude. Non, non, elle n'est jamais théorisée, cette solitude. Mais par contre, cette solitude, elle imprègne l'espace, le rythme même du film, voire même le silence. Et j'ai l'impression que le film, au-delà de tout ce qu'on a dit, porte quand même en lui une espèce ouais, une espèce de mémoire de l'isolement contemporain, pour le coup. Et là où je veux en venir, parce que si le film n'était que ça, si le film n'était que il y a point de vue du chien, je crois que ça ne serait qu'un exercice de style. Ouais. Et le fameux exercice de style qui veut tout dire, on l'utilise pour dire en fait que c'est un film ambitieux techniquement, mais ça va pas loin. Non, c'est beaucoup plus différent que ça. Et moi, je voudrais savoir, selon toi, est-ce que Good Boy ne serait pas un film qui serait finalement hanté par notre époque, sans vouloir nommer? Donc, Ouais, en bien gros, sûr. est-ce que Good Boy, malgré l'exercice du point de vue lié à Indy, en fait, est-ce qu'il y a encore des résonances avec notre époque par rapport à Todd? Et moi, je trouve que c'est un film aussi, alors je sais pas si je l'extrapole peut-être trop, j'en sais rien, mais je trouve que c'est un film sur l'incommunicabilité. Il y a un truc là-dedans, en fait, où je trouve qu'il y a, alors pour le coup, je trouve qu'avec Indy, il y a une vraie communication, mais qui passe outre le langage, en fait. Mais au bout d'un moment, il y a la maladie qui vient rendre la communication très difficile et le chien et le maître n'arrivent plus à se comprendre. Et au-delà de ça, il y a effectivement le rapport avec sa sœur. Pareil, ils n'arrivent pas à communiquer, ils sont d'accord sur rien, ils passent leur temps à s'engueuler. Elle essaie de lui expliquer qu'il y a un truc, lui il ne l'écoute pas et donc ils ne parviennent jamais à s'écouter. Il y a ce truc-là avec le grand-père et on sent qu'il y a une relation très étrange avec le grand-père et qu'ils n'ont jamais vraiment communiqué. La seule manière en fait où il y a communication là, c'est par ces VHS qu'ils regardent où le grand-père est en train de se confier, mais lui a l'air de ne pas connaître vraiment le grand-père. En fait, je trouve que il y a ce truc-là de montrer la solitude des êtres humains entre eux qui sont incapables de se comprendre et les seuls qui prennent le temps de se comprendre, c'est la seule compréhension qui a lieu, c'est entre cette altérité, entre cet homme et ce chien, entre ce chien et cet autre chien d'ailleurs qui a disparu dans un passé et il y a une communication qui se produit dans ces flashbacks, ou dans ces visions, qu'a Indy, vision ou ressenti au sens plus large, parce que c'est vrai que je voulais éviter d'utiliser le mot «vue» pour le chien parce que je pense que c'est plus large que ça et que la mise en scène traduit plus que la vue. Elle traduit un Mmh. ressenti global du chien, mais il la met en image évidemment et je trouve qu'il y a ce truc-là en fait dans cette manière dans cette relation entre l'homme et le chien, de montrer que là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une communication, même si parfois elle est rompue, la maladie fait qu'elle est rompue à un moment donné, qu'ils ne se comprennent plus tous les 2, mais n'empêche qu'à terme, ils vont se comprendre. Dans ce regard final où, Todd va être entraîné par la créature, là, il y a un truc, au ce moment-là, où ils se comprenaient plus depuis 20 minutes de film. Il y a tout le climax, ils se comprennent plus, ils sont perdus, ils s'égarent, ils s'engueulent, Todd est très dur et violent avec Indy, il le repousse et cetera et ce moment où
il va être attiré dans l'antre, si je puis dire la bête, dans le sous-sol de la maison. À ce moment-là, en fait, il le regarde et il lui dit de rester là, de ne pas bouger et de le laisser partir. Et donc le chien, pour le coup, le maître se sacrifie pour son chien. Alors c'est souvent l'inverse dans les films, c'est souvent le chien qui se sacrifie pour le maître. Là, c'est le maître qui va se sacrifier pour son chien, ce qui est aussi intéressant. C'est parce que la grande peur des gens, qui est une peur très artificielle, c'est de dire est-ce que le chien va mourir dans le film, etc. C'est la grande inquiétude des gens. Là, justement, il ne joue absolument pas sur ce truc-là. Et ça, je trouve ça intelligent de sa part aussi, de ne pas jouer sur le sentimentalisme, le pathos facile et de faire mourir le chien, ça c'est trop facile. Là, non, c'est l'être humain qui part et qui se sacrifie pour son chien, d'ailleurs qui sacrifie littéralement son âme, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, en fait, Todd est déjà mort en réalité, et c'est son âme qui va être happée par la créature au fond. Et je trouve qu'à ce moment-là, en fait, il y a ce moment de communication, en fait. Et c'est marrant parce qu'ils sont séparés, puisque Indy est vivant, Todd est mort, et à ce moment-là, il y a une sorte de communication qui se joue, parce que ce qui est presque peut-être au-delà des mots, en fait, parce que c'est presque l'âme de Todd, en fait, qui va parler directement à l'âme de Indy et qui fait qu'ils se comprennent à ce moment-là. Ils reprennent une communication. Donc je trouve, ouais, il y a ce truc-là où il y a une forme de question sur l'incommunicabilité entre les êtres humains, a fortiori à notre époque. Et puis justement, peut-être ce truc-là où avec le chien, avec qui se passe du langage, et de toutes ces conventions et de tout ce que ça peut traduire aussi de notre époque et comment le langage peut être contaminé par notre époque. Comme ça s'affranchit de ça, la relation entre l'homme et le chien, en fait, fonctionne beaucoup plus et on se comprend mieux, peut-être, par les gestes, par le corps, qui sont pas parasités par tout le reste. Est-ce que le film nous explique aussi que peut-être, de manière un peu basique, certes, je l'entends bien, mais c'est pas grave, que, que les animaux sont parfois, pour le coup, notre, ouais, notre dernier ancrage au réel? Ah bah, je pense que oui aussi, bah, totalement. Après, peut-être que je Oui, suis, alors toi c'est toi pas ça, toi parce que ça moi ça ça me parle, ça mais, toi ça te parle, voilà, beaucoup plus qu'on pourrait en l'imaginer, c'est fait, vrai. je dirais même, Samir, c'est peut-être plus à toi que je poserais la question, parce que moi, alors je Ah sais mais pas si oui. encore une fois, mon point de vue est plutôt biaisé, en fait, parce que pour moi, oui, je veux dire, si je prends très personnel, pareil, je sors de la critique. Moi, les animaux sont un ancrage au réel. Pour moi, c'est un truc, absolument nécessaire par rapport à une déréalisation de toutes les relations interpersonnelles, toutes ces choses-là. Je trouve qu'il y a un ancrage dans la simplicité de l'animal qui est, il y a une forme de simplicité qui est, très saine. Là où la complexité des rapports humains et leur déréalisation, par le prisme de tout un tas de choses, on va pas citer, je vais pas juste vilipender les réseaux sociaux, autre chose serait trop facile et ce serait très réactionnaire de faire ça parce que les réseaux sociaux, c'est merveilleux sur plein de choses, mais c'est aussi problématique sur plein d'autres. Mais il y a une déréalisation quand même des relations interpersonnelles à plein d'égards et indépendamment d'ailleurs des réseaux sociaux, c'est pour plein d'autres raisons et il y a pas forcément besoin de la technologie pour ça. Mais je trouve que justement, ouais, l'animal dans la simplicité qu'il a, dans la simplicité des relations qui s'établissent, une caresse, simplement un corps qui touche un autre corps, qui va lui donner de la tendresse, et cetera. Ça suffit en fait, il y a rien. Il y a quelque chose que, peut-être d'ailleurs dans les relations humaines, on devrait revenir justement à cette relation simplement par le corps en fait, par les caresses, le toucher, et cetera. Il y a un truc intéressant là-dedans et tout ça pour dire, voilà, moi c'est mon ancrage au réel. Il y a un truc comme OK. ça aussi. Mais Moi, moi je c'est pense quelque chose effectivement l'animal voit quelque chose, il a un point de vue porté sur elle qui est évidemment éminemment différent du nôtre et je pense qu'il le voit encore une fois indépendamment de tout ça en fait, de toutes ces conventions qu'on peut avoir et qui vont, quadriller le réel et en réalité je pense que ce qu'il voit peut-être, de par le fait que c'est pas parasité par tout ça, leur permet d'être en prise vraiment directe avec le réel, sans toutes les couches, encore une fois, de conventions qu'on a mis dessus. Donc, ils sont peut-être plus en prise avec le réel que nous, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on s'y accroche beaucoup. Et je pense vraiment que la note d'intention de Ben Leonberg, alors consciente ou inconsciente, je sais pas, Ouais. c'est de dire justement ça, que lui, ce qu'il raccroche aussi au réel, c'est son chien en fait, parce que au-delà de la déclaration d'amour, parce que je pense que c'est une déclaration d'amour, il y a tout le début du film, il y a des films qui sont des films pour le coup vraiment qu'il a tourné quand Indy était petit, donc il y a une porosité entre la fiction et le réel qui est vachement intéressante à ce moment-là, qui fait que finalement le film est, je trouve, en termes d'émotion, en termes de ce qu'il dit à son chien, beaucoup plus réel que la fiction que développe le film en réalité, puisqu'il parle de son chien et de sa relation avec son chien. Je pense que quand même fondamentalement, le propos il est là, il y a presque quelque chose voilà, de témoigner de ce qu'il ressent pour son chien, la manière dont il vit et communique avec son chien. Et je trouve qu'en fait le film est beaucoup plus, de manière générale, en fait, comme tu le disais, je trouve que le film il est plus encore en prise, il est plus en prise avec le réel que n'importe quel autre film de fantôme que j'ai pu voir. Parce que justement, encore une fois, il s'attarde sur ce chien qui est, le sorte de rocher auquel s'agrippe Ben Leonberg, auquel moi je m'agrippe aussi, pour rester ancré au réel aussi. Il y a un truc comme ça, dans cette simplicité encore une fois de l'animal, de nous ramener à quelque chose, tu disais même de la peur, hein, mais de très primal, de très primaire, de très concret et qui fait que, bah, on s'y accroche parce que,
parce qu'il y a quelque chose de rassurant, il y a quelque chose de fixe, qui ne bouge pas, d'inamovible dans l'animal, en fait, je trouve, qui est assez et de solide, qui je trouve assez fascinant, en fait. Alors je pars complètement à côté, pardon, mais voilà, je trouve ça vachement intéressant. Vraiment, il y a un Mais truc, mais dans mais mais comment tu peux expliquer qu'à un moment ou un autre, le film se sent obligé, on peut le comprendre, d'aller vers un schéma, bon là pour le mmh, coup c'est la finalité, hein, du film, vers un schéma, qui est à milieu de ce que le film nous a promis pendant plus d'1h20, 1h30. Et qu'est-ce qui fait que selon toi, ce schéma classique, horrifique, qu'on peut trouver peut-être, trop souvent, contredit, le vrai film, hein, c'est-à-dire celui, qui commence à 1 seconde et qui va pratiquement vers la fin, mais qui s'arrête parce qu'à un moment on sent qu'on est passé à autre chose? je pense que, pour être parfaitement honnête, j'aurais été frustré que le film n'aille pas dans ce sens-là à un moment donné, en fait. Moi, D'accord. je voulais un climax un peu, je veux voir le monstre parce que j'aime les monstres et je veux qu'à un moment il y ait une confrontation avec le monstre et le monstre, je le trouve chouette. Moi, je le trouve visuellement intéressant, je l'aime bien, il est pas incroyablement original, mais je trouve que la manière dont il le traite, en tout cas cette figure qui est pas originale en tant que telle, mais que je trouve il traite de manière intéressante. Je trouve que sa disparition à la fin, elle est vachement intéressante, ou il y a des trucs que j'aime bien en fait dans cette manière de faire et moi j'attendais ce truc-là. Après, je trouve que finalement, je trouve que malgré ce truc-là, malgré cette, concession faite au genre et en même temps, c'est ce que j'attends. Un film de genre, il y a quand même cette idée de dire, il y a des passages obligés, ils sont là. Après, c'est la mise en scène, c'est la manière dont je vais les raconter, dont je vais les aborder qui vont être intéressants et je trouve que quand même, malgré tout, son fil du chien parce qu'effectivement, il y a une séquence qui peut paraître un peu étrange de prime abord, où alors mais c'est au moment, en fait, en réalité, on comprend a posteriori, enfin rétrospectivement, qu'en fait, le maître est mort à ce moment-là et qu'en réalité, c'est pas lui qu'on voit, mais c'est presque l'âme du maître et que va venir rejoindre et c'est le seul moment où on voit le visage du maître à ce moment-là, où on a vraiment des plans où d'ailleurs Indy n'est plus dans la pièce. Il y a une séquence où, on se retrouve avec le maître après qu'il ait fait un énorme malaise sur le lit. Indy est descendu en bas et on se retrouve seul dans la chambre avec le maître et c'est un peu étrange parce que, jusqu'à maintenant, Indy était dans tous les plans parce qu'on le suit et là Indy n'est pas là et on est avec le maître. Mais soudainement, finalement, on est passé de l'autre côté à ce moment-là. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on dit, voilà, là, vous êtes passé de l'autre côté, comme le maître, il est passé de l'autre côté. Et là, vous adoptez, il n'y a plus besoin du chien. Parce que le chien, jusqu'à maintenant, il faisait aussi un petit peu la médiation entre le réel, si je puis dire, et ce qu'il voyait au-delà de ça, ou en tous les cas, ce qu'il pouvait percevoir. Là, il est mort, vous l'avez vu mourir, et là, maintenant, je te plonge pleinement dans ce point de vue, et maintenant, c'est toi qui vas être dans ce point de vue-là. Plus besoin du chien, tu as vu tout ce qui s'est passé, tu as compris où on va, et maintenant, je t'offre ce point de vue indépendamment. C'est comme si tu avais passé tout ce temps-là avec Indy. Indy t'avait éduqué à voir ce qu'il voit, et maintenant, il n'a plus besoin d'être là, tu vois les choses telles qu'il les voit. Mais toi, tu t'en rends pas compte. Alors, il y a une mécanique un peu de twist parce que globalement, pour un peu te twister la tronche et te dire, finalement, tu pensais qu'il était vivant, qu'il s'est réveillé après son malaise, etc. Et en fait, on te dira que non, en fait, il a déjà succombé et là, c'est l'âme qui va être embarquée par la suite. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Et donc, à ce moment-là, je me dis, j'accepte ce truc-là. J'accepte que soudainement, Indy ne soit plus là parce qu'on m'a dit, voilà, il t'a éduqué à son regard et maintenant, on te laisse seul, toi, spectateur, avec ce nouveau regard que Indy t'a appris à avoir sur le monde et voilà, maintenant tu vois. Tu vois les choses maintenant, ça y est, tu les vois et plus besoin d'Indy et ça, j'aime bien ce truc-là et après il y a une confrontation au sous-sol qui effectivement se veut un peu plus spectaculaire et il y a cette envie quand même de faire spectaculaire. Il y a un face à face entre Indy et la créature mais pareil, je trouve que tout ça, c'est un passage obligé et j'aurais peut-être été frustré de pas de l'avoir. Je sais rien, je sais pas en fait, je dis pas, je ne sais pas effectivement quel aurait été le film s'il avait été autrement. Mais peut-être, je me dis que j'aurais été frustré. Je suis content de le voir, ce face à face, mais je me dis que finalement, malgré tout, il y a toujours ça, il y a toujours l'intention de base qui est là quand même. Ne serait-ce que par cette inversion de qui se sacrifie pour l'autre, c'est présent là. N'empêche qu'à la fin, quand le maître part, je reste avec Indy. Il y a un truc à ce moment-là, en fait, où je me dis, malgré tout, il garde ce truc. Oui, il fait une concession. Il fait une concession à un trope de genre ou un passage obligé qu'on attend, c'est vrai. Mais n'empêche que moi, en tout cas, je ressens que l'intention, elle est toujours présente derrière. Donc il y a effectivement ces moments où il fait une concession, il est dans un entre-deux. Mais je trouve quand même qu'il arrive quand même bien à tenir la barre et à faire un petit exercice d'équilibriste pour que ça tienne quand même la route, que ce soit cohérent avec ce qui précède, tout en proposant, quelque chose qui pourrait paraître de prime abord un peu paradoxal, mais il arrive à le faire tenir quand même. Et encore une fois, je trouve que ce passage où on se trouve seul avec le maître, je trouve qu'il est signifiant parce qu'il est suffisamment bizarre et suffisamment incongru par rapport à tout ce qui s'est passé maintenant,
s'il est là, moi, pour moi, c'est qu'il y a une raison. Il ne le fait pas Ouais, de bien sûr. manière aléatoire. Ce serait con de faire 98% du film avec Indy et que soudainement il y a 2% du film où Indy est plus là et on est avec le maître. Donc moi, je l'interprète comme étant encore une fois cette idée que on t'a éduqué au regard du chien et là, ça y est, tu es dedans, tu peux voir le monde comme il le voit et donc tu vois finalement ce qui se passe de l'autre côté puisque Todd est mort et que tu perçois ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça que j'interprète et après effectivement, il y a cette confrontation finale, ce climax effectivement que tu attends quand même entre Indy et la créature et moi je l'aime bien parce que je trouve qu'émotionnellement ça fonctionne bien et que ça me touche en fait ce sacrifice-là. De se dire voilà, on retourne quand même un trope du chien qui se sacrifie et la facilité qui aurait été pour moi un truc émotionnellement extrêmement facile de dire: «On va buter le chien et puis, il y a un chien mort certes, mais on va tuer le chien et puis ça va faire pleurer dans les chaumières et c'est facile». Non, là la tristesse vient plutôt du fait que le chien est encore en vie et que là, il se retrouve tout seul et il est tout seul toute cette nuit. On l'imagine, il y a une ellipse où on nous entend qu'il a passé toute la nuit là à attendre son maître, à regarder dans le loin si peut-être il va revenir et ça, je trouve ça très beau et puis derrière, moi, ce que j'adore pour le coup et c'est ça qui me plaît sur la et là, on revient à une dialectique qui est plus proche de ce qu'il y a au début. C'est tout ce plan final avec le générique où on voit juste Indy qui part donc avec la sœur de Todd et on a juste un plan sur lui qui regarde dehors et ça qui a juste la tête qui est, derrière la qui sort par la fenêtre de la bagnole et il a la tête au vent et il y a un truc où il y a ce regard que j'arrive pas à interpréter. Je sais pas ce que j'entends diégétiquement, je sais pas ce que ressent Indy ou ce qu'il est censé mais il y a une sorte de mélancolie extrêmement forte à ce moment-là, d'infinie tristesse dans ce truc-là qui fait que je trouve que le film finit sur une touche vraiment amère en fait. Il y a un truc comme ça que je trouve très fort en fait, vraiment, et qui m'a vachement pris en fait. Ce plan final qui est assez long, hein, parce que tout le générique se déroule sur, la voiture qui roule sur la route et qui repart certainement en ville et puis Indy qui regarde par la fenêtre, je trouve ça très beau aussi. Il y a un truc comme ça de presque pictural en plus dans ce plan-là que je trouve très, très beau. Donc je trouve finalement, il trouve des concessions, il arrive à s'en sortir en fait en donnant ce que tu es venu voir et que peut-être j'aurais très frustré si je l'avais pas vu. Tu vois, je parlais de The Presence de Soderbergh. Ouais. The Presence ne fait jamais de concessions. Je trouve que c'est intéressant, ou très très peu. Là, je trouve que si on compare les deux, je trouve que même le final de The Presence n'est jamais évident et ne va jamais là où tu veux vraiment qu'il aille, parce que même la confrontation avec le bad guy de l'histoire, l'antagoniste, elle est complètement avortée, elle va très vite et on en fait finalement, il en fait pas et en fait, Soderbergh s'en fout, en fait. Il y a un truc, voilà, c'est ça que je vais dire, voilà, je vais peut-être l'exprimer comme ça. Good Boy, je pense que, Ben Lundberg, il veut faire son truc avec le chien avec Indy qui est important, mais je pense que c'est quelqu'un qui aime le genre et qui a envie de faire un film de genre. Soderbergh, c'est un peu différent. Moi, j'ai l'impression qu'il en a strictement rien à foutre de la dynamique de genre, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est son procédé, ce qu'il va raconter avec ça et cetera, mais qui n'est à proprement parler pas du genre. Le genre est juste une sorte de contexte qu'il a posé comme ça, c'est un prétexte pour faire ce qu'il fait. Là où chez Ben Lomberg, je trouve que c'est pas un prétexte. Je pense qu'il a envie de faire un film de genre quand même, mais il a envie de faire un film de genre dont le héros, c'est son chien. Et il fait tout ce qu'il veut avec sa mise en scène pour justement, t'inclure cette idée de point de vue et cetera qui est vraiment passionnante. Mais je dis ça parce que je compare les 2 parce qu'on est encore une fois dans un point de vue inhabituel porté sur un genre et aussi sur le réel, que dépeint ce genre-là. En tout cas que par le prisme duquel on va travailler le réel et je pense évidemment chez Soderbergh, moi je ressens que le genre, il s'en branle du genre. Il prend il y a aucun des passages obligés quasiment qui sont présents. Vraiment, enfin moi je voyais pas où le film allait et où il voulait en venir et c'est ça que je trouve génial, hein, c'est que j'étais surpris continuellement dans le film. Je dis pas qu'il y a pas des archétypes, évidemment, évidemment, mais je trouve que dans la dynamique, c'est hyper bizarre et il va jamais te donner ce que tu es venu voir. J'ai une frustration agréable dans le film. J'ai kiffé être frustré par, Soderbergh quand il le fait. Mmh. Là, je kiffe ne pas être surpris par certains éléments du film, en termes purement narratifs, en termes de pure mécanique de genre, mais je kiffe en même temps le fait que le film me les raconte d'une manière complètement différente, en déplaçant, en délogeant le point de vue d'un endroit et le mettant autre part. Et en me disant: «Voilà, je vais te montrer le film différemment je vais te montrer un truc que tu as envie de voir, mais d'un point de vue différent» et ça, je trouve ça vachement intéressant. Je trouve que les 2 points de vue, en fait, sont intéressants. Enfin, les 2 démarches sont très intéressantes. Je rappelle donc, Good Boy, le film de Ben Lomberg est disponible sur Shadows. D'ailleurs, dans le descriptif, vous avez, les éléments qui vous permettent de pouvoir, voir, pour le coup, le film. Hem, une dernière question. Est-ce que ce film, avec cette configuration, cette mise en scène, cette idée de mise en scène, est-ce que c'est quelque chose dans le genre qui est, assez, original? Oui.
Ouais, j'ai longtemps réfléchi à d'autres films, en fait, j'ai réfléchi à plein de trucs et ouais, alors évidemment, bah, on parlait de The Present, je pense qu'il y a un truc comme ça, en fait, sur le déplacement. En tout cas, l'animal, je trouve ça assez unique parce que c'est un truc que j'avais pas vu vraiment. Mmh. Évidemment, Une Valiante Nature, en fait, moi, j'ai l'impression quand même chez Chris Nash qu'il y a quand même cette idée de faire du tueur, une forme de prédateur et de quelque chose de très animal, en fait. C'est un personnage qui n'est drivé, en fait, que par un but, qui est récupérer ce pendentif qu'on lui a volé et donc il y a un truc de très instinctif dans sa démarche, en fait. Il y a même s'il y a des moments où il met en scène ses propres meurtres, je trouve toute la séquence avec la sorte de scie, le truc qui coupe les arbres là, où il y a quelque chose presque de la mise en scène de ses propres meurtres qui est un peu qui crée l'étrangeté, en fait, intéressante où finalement à des moments on est à mi-chemin entre le reportage animalier presque et puis autre chose, en fait, vraiment autre chose de très bizarre, un film de monstre parce que c'est aussi un film de monstre. Mais rarement vu le truc. J'ai revu hier soir de manière complètement hasardeuse parce que j'y pensais pas sur le coup, j'avais pas fait le lien avec l'émission qu'on allait faire ce soir. J'ai revu par exemple, Incident de parcours de Romero, Oui. qui fait pas pour autant alors la petite guenon qu'on suit, elle est pas, c'est pas son point de vue du tout qu'on suit évidemment. Mais je trouve que dans la manière de traiter le corps de l'animal, en fait, il y a un truc super intéressant dans le film. Bon, c'est un film de Romero que j'aime beaucoup, que je trouve un peu mésestimé, mais que je trouve très intéressant. Pareil, il a une mise en scène très simple, très sobre et pour justement travailler le mouvement du corps de ce petit singe qui joue pour le coup extrêmement bien, exactement comme Indy. Je trouve qu'il y a une incarnation de ce petit singe qui est super. Alors il est très, très bien éduqué, très bien dressé pour le film et je sais plus s'il y avait 2 singes ou un singe, il y en a peut-être 2 peut-être, mais ils sont assez incroyables dans le film et voilà, c'est des échos que j'ai en tête, mais dans le cinéma d'horreur, pas tant que ça en fait, en tant que tel, vraiment j'ai du mal à trouver, voilà. Moi, les échos qui me sont venus, mais c'est pas dans le cinéma d'horreur, c'est EO de Skolimowski et Au hasard Balthazar de Bresson, qui sont les 2 films qui, dans ma tête, en fait, ont fait un peu écho. Si, il y a Lambe, pour le coup, de Vladimir Johansen, dont je parlais tout à l'heure, où on Mmh. est le personnage de Ava, donc cette petite créature mi-enfant, mi-agneau. On épouse quand même vachement son point de vue, en fait. Au début, on est du côté des parents, et puis plus Ava va grandir dans cette famille, et jusqu'à ce plan génial où elle est sur le lit de ses parents, parce que ses parents sont bourrés avec le beau-frère en bas, et ils sont en train de faire les cons. Et elle s'éloigne un peu du truc parce qu'elle ne comprend pas ce qu'ils font, elle est vachement mal à l'aise, ça se voit, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et elle va monter sur le lit de ses parents, et comme ses parents donc gèrent ce troupeau de moutons, elle s'allonge Mmh. sur le lit et elle voit une photo. Il y a une photo sur le lit où elle voit des moutons et avec un troupeau de moutons. Et elle regarde ce plan-là. Il y a un champ contre champ sur ce truc-là, et puis un zoom en fait assez rapide sur ces moutons et on rentre dans le troupeau de moutons. Et il y a ce truc-là à ce moment-là où elle s'interroge. Alors, c'est un peu différent parce que pour le coup, l'effet spécial est numérique. On n'est pas, en plus, il y a un truc intéressant aussi sur le fait que là, c'est aussi un vrai animal. On n'est pas sur un CGI, on n'est pas sur de la CGI ou sur un animatronique. C'est ça qui est intéressant dans Good Boy, c'est que là, on a un vrai animal. C'est pareil dans Incident de parcours, c'est un animal, vraiment. On n'a pas, c'est pas un animal factice. Mais il y a quand même ça qui marche très très bien dans Lambe, où on voit ce moment-là où elle se questionne sur sa propre posture, elle regarde le monde, elle regarde les humains, elle regarde les animaux, et elle s'interroge sur de quel côté elle est, puisque factuellement son corps est hybride en fait. Donc c'est super intéressant. Et puis je pense beaucoup à The Thing parce que j'en ai parlé au tout début. Moi je trouve que toute la première partie de The Thing où le chien se balade en fait dans les couloirs de la base et qu'il regarde les êtres humains interagir, il y a ce moment-là, alors, je ne sais pas si Carpenter, c'est ce qu'il voulait faire vraiment, mais dans une certaine mesure, on épouse son regard à lui, en fait. Il y a un truc intéressant. Ça dure 10 minutes peut-être dans le film, mais je trouve ça intéressant. D'autant plus quand on apprend par la suite qu'en plus, ce n'est pas un chien, mais un extraterrestre, donc c'est en plus une altérité peut-être encore plus radicale, qui est complètement extérieure au monde dans lequel qui regarde un monde, qu'il ne comprend littéralement pas, parce qu'encore une fois, il ne vient pas là et en plus, il va agir par instinct, il faut qu'il essaie de se défendre et c'est pas un animal. On avait parlé quand on a parlé de The Thing dans un épisode il y a Exactement. quelques temps. C'est pas une créature méchante, c'est une créature qui, comme les êtres humains qui sont en face, va essayer de survivre en fait. C'est celui qui survivra et fait juste de manière purement instinctive. Et je trouve qu'il y a ce truc-là dans The Thing un peu. Au début, encore une fois. Je dirais pas qu'on est totalement dans le point de vue de la créature, mais en tout cas, on l'épouse l'espace de quelques travelling d'ailleurs, où on suit le chien dans les couloirs, où on suit les chiens qui va sous la table d'ailleurs. Il y a sous ces plans-là aussi qui se rapprochent beaucoup. On est sous la table avec elle en fait, et on voit juste les jambes des mecs qui la poussent parce qu'elle est chiante et qu'elle passe, enfin que la chienne passe et que ça fait chier les mecs. C'est Donc il y a vrai. ces petits trucs-là.
c'est juste ce que j'ai en tête, mais encore une fois, si en commentaire, il y en a qui ont des idées, et je sais pas toi si tu as des exemples, hein, d'ailleurs Samir parce que moi j'en vois Ah pas bah d'autres, mais tu as peut-être des exemples? bah, écoute, ouais, par rapport aux chiens, non, j'ai pas trop d'exemples, mais j'ai un oui, il y a Baxter, mais c'est différent. Oui, Baxter, ah bah, totalement, oui. il y aurait Baxter, un film français, mais moi, c'est vrai qu'il y a un film, que j'ai comme ça en marge, même si c'est un film qui n'épouse pas totalement le point de vue de l'animal domestique, encore que dans ce film, je sais pas si on peut considérer le singe comme un animal domestique. Mmh. Je sais pas, je crois que tu vois où je veux en venir, mais c'est un film que j'avais découvert quand j'étais enfant, VHS, c'est Link. Oui, bah, oui, Link oui, et c'est qui vrai. m'avait, assez perturbé. Mais c'est vrai que quand je découvre Good Boy, bon, bah, je peux pas ne pas penser à cela, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup d'éléments qui sont assez différents pour le coup. Mais je pense à ça et je pense aussi à un autre film, différent pour le coup, mais encore là, c'est le film de Samuel Fuller, Ah bah, heu, j'allais revenir sur White celui-là, j'allais rebondir White sur ça. Dog. White Là Dog, là, on passe à autre chose, c'est vrai, mais j'y pense à celui-là. Je pense à celui-là aussi. mmh. Bah, dans les Mmh. quelques séquences de «meurtre» entre guillemets où le chien tue, Oui, parce que il White y a un Dog, truc il faut ouais, juste rappeler une chose, oui, c'est un film, faut le voir, c'est un film impressionnant. En fait, ouais, c'est le White Dog, chien blanc, c'est parce que, c'était ce genre de chien qu'on entraînait, qu'on poussait, qu'on faisait en sorte qu'il, attaque, tout être humain qui avait la couleur noire, donc voilà, les noirs, en fait. Donc il y avait donc une espèce de bon, donc les propriétaires racistes, incorporaient l'idée du racisme, je trouve que c'est un film passionnant, passionnant. c'est L'idée un du film incroyable. racisme Ouais. au sein même d'un animal domestique, un chien. Et en fait, le film, à un moment, suit le fait que ce chien va se retrouver face à une espèce de Enfin, c'est quelqu'un qui est là pour faire en sorte que ce que le chien a appris finit par le désapprendre, Mmh. et celui qui va finir par le désapprendre est afro-américain. Enfin, le film est vraiment passionnant à voir. Voilà. Et puis c'est un film qui a été fait début 80, donc Ouais. et qui a des résonances aujourd'hui, assez voilà, donc je pensais plutôt à Link, à White Dog, Mmh. pas pour les mêmes raisons, mais juste par rapport au point de vue. Voilà, c'est pour le coup. Ouais, totalement, totalement. Ah, Mmh. et puis White Dog, vraiment, je trouve qu'il y a vraiment des moments où on épouse son point de vue à lui, en fait. Il y a quand même pas mal de passages, effectivement, où il va tuer. Je pense à cette séquence dans l'église, notamment, enfin, qui aboutit dans une Complètement. église. Le meurtre se déroule dans une église et tout ce qui précède, en fait, c'est des travelling où on suit le chien dans les rues. Il y a cette tension de se dire: «Il va voir un Afro-Américain et qu'est-ce qui va se passer quand il va le croiser?» Qu'est-ce qui C'est vrai. et je j'ai cette tension, elle se joue là et finalement, à ce moment-là, on voit le monde comme lui le voit aussi. Parce qu'on va se concentrer sur tout individu à la peau noire qui pourrait, passer dans le champ, en fait et on va se retrouver dans son point de vue à lui parce que lui est focus là-dessus et il cible, en fait, cet élément-là et je trouve que Oui. c'est vachement intéressant, en fait, la manière dont il le joue pour qu'on voit le monde tel en plus que ce chien qui est littéralement un chien blanc, en plus, il y a un truc, cette Ah oui, incarnation du racisme bien sûr. est visuellement super forte. Ça sera un très bon épisode de Mauvais Genre, je le glisse comme ça, mais je trouve Ah bah là, avec plaisir. ah Mais je ouais, pense totalement. que, à mon avis, il y a d'autres films là qui sont en train de faire la queue et qui disent, «Non, Oui, là, c'est vrai. il faut que vous parlez de nous», dont un en l'occurrence Oui, qui sera, je peut-être le pense, meilleur d'entre tous. Le meilleur d'entre tous, il y en a le un. mei ouais, exactement. Good Boy, film de Ben Leonberg, il est disponible sur Shadows. Donc je vous invite à le voir, le revoir. Absolument, n'hésitez pas à nous glisser comme ça quelques commentaires, sous cette vidéo. Ça nous intéresse et je peux vous promettre, qu'on peut engendrer une conversation. En tout cas, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. C'était le 5e épisode de Mauvais Genre. Il y en aura d'autres, plein cette année, je vous le promets. Merci beaucoup Romain, en tout cas, d'avoir pris le temps, bah, pour cette conversation. On se retrouve très vite, je ne sais pas Ouais. quand, mais très vite, pour parler d'un autre film, qui est de mauvais genre et de mauvaise Oui, réputation, mais qui en fait, nous, on en a besoin pour le coup. totalement. Merci à toi Romain, c'était un plaisir. Mais merci du fond du cœur. Générique. Up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions.
Just my rifle, pony and me.